Je m'appelle Gérard, j'ai 65 ans, et ce que je vais vous raconter est l'histoire de la manière dont cette leçon a sauvé mon fils de la pire erreur de sa vie. Mon fils, Julien, m'a appelé un jeudi soir au début du mois d'octobre. Il avait cette voix qu'il avait autrefois le matin de Noël quand il avait 7 ans, cet éclat particulier qu'on ne peut pas simuler. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Chloé. Elle était magnifique. Elle était brillante. Elle travaillait dans la finance internationale et il voulait que je la rencontre le plus tôt possible. Je lui ai dit que j'en serais ravi et je le pensais sincèrement. Après son divorce il y a 4 ans, j'avais regardé mon fils se reconstruire à partir de rien, calmement et sans se plaindre, de la même manière que sa mère l'avait toujours fait avant de nous quitter. Il méritait le bonheur. Je le voulais pour lui plus que je n'avais jamais rien voulu pour moi-même. Ils sont venus dîner à la maison le dimanche suivant. J'habite seul désormais dans la même maison de style Meulière à Saint-Germain-en-Laye où Julien a grandi. J'avais passé toute la matinée à cuisiner un rôti de bœuf, des légumes de saison et la recette de tarte aux pommes qui était dans la famille de ma femme Marguerite depuis 3 générations. Je voulais que Chloé se sente la bienvenue. Je voulais que la soirée soit chaleureuse. Elle est arrivée vêtue d'une robe bleu pâle, tenant une bouteille de vin de garde qu'elle m'a tendue des 2 mains avec une légère inclinaison de la tête. Elle avait une prestance qui me rappelait les épouses de diplomates que j'avais croisées à l'étranger. Une sorte de courtoisie pratiquée. Chaque geste était placé exactement là où il devait l'être. Elle était charmante. À table, me posait des questions sur ma carrière, riait exactement au bon moment et a complimenté la tarte 2 fois. Julien la regardait comme un homme regarde une chose dont il a peur qu'elle disparaisse. J'ai remarqué le premier détail après environ 40 minutes de dîner. Ses questions étaient précises. D'une manière qui ressemblait moins à de la curiosité qu'à de la reconnaissance de terrain. Elle voulait connaître l'héritage que Julien avait reçu de sa mère. Elle a demandé ce que la maison pouvait valoir sur le marché actuel. Elle a mentionné 2 fois, en passant, que Julien lui avait dit que j'étais très à l'abri financièrement. Chaque fois qu'elle disait quelque chose de ce genre, elle me souriait si chaleureusement que j'aurais presque pu ne rien voir. Presque. La deuxième chose que j'ai remarquée est arrivée lorsqu'elle s'est excusée brièvement pour quitter la table. Julien s'est penché vers moi, rayonnant, et a dit « Papa, n'est-elle pas incroyable ?» Et j'ai répondu « Elle est très impressionnante, mon fils. » Parce qu'elle l'était, mais pas de la manière qu'il l'entendait. La troisième chose est arrivée quand elle est revenue. Elle avait rapporté son téléphone avec elle. Et avant de s'asseoir, elle a dit quelque chose à voix basse, pensant clairement qu'elle se parlait à elle-même ou testant peut-être quelque chose. Ce qu'elle a dit dans un mandarin pur et sans accent était « Le vieux est plus malléable que ce que je pensais. Ce sera plus facile que le précédent. » Elle s'est rassise et m'a souri. Magnifiquement. J'ai souri en retour et lui ai demandé si elle voulait une autre part de tarte. Ce que Chloé ne savait pas, ce que je n'avais jamais mentionné à Julien parce que cela n'était simplement jamais venu dans une conversation banale, c'est que j'avais passé 11 de mes 38 années au ministère en Asie de l'Est, 4 à Séoul, 3 à Pékin, 2 à Taipei et 2 autres à voyager entre les consulats de Shanghai et de Chengdu. Je parlais le mandarin comme je parlais le français, sans y réfléchir. C'était une mémoire musculaire à ce stade, aussi naturel que de respirer. Mais j'avais appris depuis longtemps que la chose la plus précieuse que l'on puisse posséder dans n'importe quelle négociation, et ne vous y trompez pas, ce qui se passait à ma table de dîner était une négociation et est une information que votre adversaire ne sait pas que vous détenez. Alors je n'ai rien dit. J'ai passé le plat. J'ai resservi son vin et j'ai commencé à écouter très attentivement. Au cours de l'heure suivante, Chloé a passé 2 appels téléphoniques en mandarin, tous 2 brefs.
Les 2 fois en s'éloignant juste assez de la table pour qu'elle pense que je ne pouvais pas entendre. Le premier appel était destiné à quelqu'un qu'elle appelait seulement « grand frère » et impliquait une discussion sur un calendrier, un chiffre qui ressemblait à un montant de virement bancaire, et la phrase « le fils est complètement gérable ». Le second appel était plus court. Elle a dit, en mandarin, que tout se passait comme prévu et qu'elle aurait accès au compte d'ici 60 jours. Je suis resté assis dans mon fauteuil après leur départ ce soir-là et je n'ai pas dormi. Je veux être honnête avec vous sur un point. Dans ces premières heures après leur départ, je ne réfléchissais pas comme un ancien officier de l'État. Je réfléchissais comme un père. Je pensais à Julien à l'âge de 9 ans, à la façon dont il s'endormait dans la voiture au retour de chez sa grand-mère et à la façon dont je le portais à l'intérieur. Je pensais à quel point il avait travaillé dur après son divorce, avec quel soin il s'était reconstruit. Je pensais à Marguerite et à la façon dont elle aurait su instantanément, avec cet instinct qu'elle avait pour les gens, et à quel point j'aurais aimé qu'elle soit assise à mes côtés. Mais le chagrin et l'instinct sont 2 choses différentes et j'ai appris à ne pas les confondre. Au matin, j'avais un plan. J'avais gardé contact au fil des ans avec une femme nommée Isabelle, une ancienne collègue de l'époque du ministère, travaillant maintenant comme consultante pour une cellule de lutte contre la délinquance financière à Paris. Nous avions ce genre d'amitié qui survit au long silence, celle bâtie sur l'expérience partagée plutôt que sur le contact régulier. Je l'ai appelée à 7 heures du matin et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Gérard, tu as dit qu'elle avait utilisé l'expression ou le précédent ?» J'ai confirmé que oui. Elle m'a demandé de rester en ligne. Elle est revenue 12 minutes plus tard avec un ton différent. Dans la voix, cette neutralité particulière qu'adoptent les enquêteurs de carrière quand un élément s'emboîte parfaitement. Elle m'a dit qu'il surveillait un réseau d'individus soupçonnés de cibler des cadres supérieurs. Récemment divorcés ou veufs, des hommes ayant du patrimoine, des fonds de retraite, des comptes de succession. L'opération était sophistiquée. Il y avait eu 3 cas précédents rien qu'en Île-de-France. Dans 2 d'entre eux, les cibles avaient perdu des sommes colossales avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Dans un cas, un homme avait perdu presque tout ce que sa femme lui avait laissé. Isabelle a dit, « Nous devons nous voir aujourd'hui. » J'ai rencontré Isabelle et 2 de ses collègues cet après-midi-là dans une brasserie à Boulogne. Ils avaient déjà un dossier. Ils avaient un nom qui n'était pas Chloé. Ils avaient une photographie d'une affaire précédente qui correspondait à la femme assise à ma table 48 heures plus tôt. Ils avaient des relevés téléphoniques qu'ils essayaient de lier à une source. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était un lien direct avec mon fils ou avec moi qu'ils pourraient utiliser pour constituer un dossier pénal solide. Isabelle s'est penchée au-dessus de la table et a dit, « Gérard, si tu es d'accord, il y a quelque chose que tu pourrais faire pour boucler tout ça. » Je lui ai dit que j'étais d'accord avant même qu'elle ne finisse sa phrase. Le plan était direct. J'inviterai à nouveau Chloé et Julien à la maison pour dîner. Je serai chaleureux. Je serai accueillant. Je donnerai tous les signes que j'étais le vieux monsieur malléable et facile à gérer qu'elle avait évalué. L'équipe d'Isabelle serait à proximité et au bon moment, je leur donnerais ce dont ils avaient besoin. Le plus dur fut de ne rien dire à Julien. Je veux que vous compreniez ce que cela m'a coûté. Julien m'a appelé 2 fois cette semaine-là. Heureux d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années, parlant de Chloé avec cette voix de matin de Noël. J'ai écouté. J'ai posé des questions. Je n'ai rien laissé paraître. Chaque fois que je raccrochais le téléphone, je restais immobile pendant quelques minutes et je me rappelais pourquoi je le faisais. Il devait le voir de ses propres yeux. C'était la seule façon pour que
la leçon soit définitive. J'ai appelé Chloé directement. J'avais obtenu son numéro par Julien et je lui ai dit à quel point j'avais apprécié notre rencontre, combien j'étais heureux que Julien ait trouvé quelqu'un d'aussi remarquable, et que j'espérais qu'ils pourraient tous les deux revenir dîner le samedi suivant. J'ai mentionné, comme en passant, que j'avais revu certains documents relatifs à la gestion de mon patrimoine et que j'avais quelques réflexions que je voulais partager avec la famille. Elle a dit qu'elle serait absolument ravie. Je pouvais entendre son sourire au téléphone. Ce samedi-là, j'ai cuisiné à nouveau. Un menu différent cette fois. J'ai fait le poulet au citron que Julien avait toujours adoré quand il était adolescent et j'ai préparé une tarte aux pommes maison parce que Marguerite disait toujours qu'une tarte faite main dit à un invité qu'il est important. Chaque petit acte domestique semblait significatif ce soir-là. Je préparais une scène et je voulais qu'elle respire le foyer, parce que c'était mon foyer et parce que ce que j'allais faire allait coûter quelque chose à mon fils, même si cela le sauvait de la ruine. Ils sont arrivés à 18h. Chloé était encore magnifiquement vêtue, cette fois en vert foncé, et elle a apporté des fleurs, un bouquet de lys blanc, qu'elle m'a présenté avec cette chaleur apprise que j'avais fini par comprendre. Julien était heureux et détendu comme le sont les gens quand ils croient que les deux relations les plus importantes de leur vie se passent bien. En le regardant, j'ai senti un poids dans ma poitrine auquel je ne m'attendais pas. Le dîner était facile en apparence. Chloé était aussi fluide que la première fois, peut-être même plus, parce qu'elle croyait toucher au but. Elle m'a interrogé sur mon notaire. Elle a demandé si j'utilisais un conseiller financier ou si je gérais mon propre portefeuille. Elle a mentionné qu'elle avait des contacts dans la gestion de fortunes privées qui travaillaient avec des familles en phase de transition. Chaque question arrivait enveloppée de bienveillance et de plausibilité. J'ai répondu à chacune d'elles de manière réfléchie, lui donnant juste assez de fil pour que la ligne reste tendue. Puis, au moment du dessert, elle s'est excusée pour prendre un appel. Elle est allée dans le couloir, juste à côté de la salle à manger, assez près pour qu'elle pense être hors de portée de voix, mais pas assez pour être hors de portée. Je l'ai entendue parler mandarin. Elle disait à quelqu'un que le dîner se passait bien, que le vieil homme avait mentionné des documents de succession, qu'ils étaient tout près du point d'accès. Elle a utilisé le nom complet de Julien. Elle a décrit la valeur approximative du patrimoine avec des chiffres qui étaient remarquablement proches de la réalité. Elle est revenue à table avec un visage parfaitement serein. J'ai versé le café. J'ai posé une part de tarte devant elle. Je me suis assis en face d'elle et j'ai regardé mon fils, puis je l'ai regardé, et enfin j'ai posé ma tasse de café très calmement. Et alors? Dans un mandarin clair et sans hâte, j'ai dit, je pense que nous devrions parler honnêtement l'un avec l'autre, puisque nous savons tous les deux qu'il n'y a plus de raison de faire semblant. La couleur n'a pas quitté son visage. Progressivement. Elle a disparu d'un coup, comme si l'on éteignait une lumière. Julien nous a regardés l'un après l'autre. Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai gardé mes yeux fixés sur Chloé. En français, j'ai dit, j'écoute depuis le premier dîner. J'ai tout entendu. Les appels, le calendrier, l'accès au compte, le précédent, tout. Elle a retrouvé son calme. Plus vite que je ne l'espérais. Je lui accorde au moins cela. Elle a commencé à dire quelque chose, tentant de remodeler son expression pour feindre la confusion. Elle commençait à construire la version suivante de son histoire. Elle était douée. Dans une autre vie, elle aurait pu être excellente dans mon ancien métier. Mais Isabelle était dans la cuisine depuis 40 minutes. Elle est entrée calmement avec l'un de ses collègues, et elle a prononcé le vrai nom de Chloé, le nom qui apparaissait dans ces dossiers que j'avais vus à Boulogne. Et Chloé a cessé de parler instantanément.
Julien s'est levé de table. Il s'est levé de la manière dont les gens le font quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Ce qui s'est passé ensuite n'avait rien de dramatique au sens cinématographique. Il n'y a pas eu de cri. Chloé a été emmenée à l'extérieur. Le collègue d'Isabelle a parlé avec Julien dans le salon. Je suis resté dans ma cuisine quelques minutes, seul, et j'ai regardé par la fenêtre le vieux chêne dans le jardin que Marguerite avait planté il y a 26 ans, et je me suis senti vieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon âge. Julien m'a rejoint là. Il n'a rien dit pendant un long moment. Nous sommes juste restés ensemble à regarder l'arbre. Puis il a dit, depuis combien de temps savais-tu? J'ai répondu, depuis le premier dîner. Il est redevenu silencieux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai dit, parce que tu avais besoin de le voir par toi-même. Parce que si je te l'avais dit, une partie de toi se serait toujours demandé si je n'avais pas tort, si je n'étais pas trop protecteur, si elle n'avait pas pu être sincère, si je lui avais juste laissé une chance. Maintenant, tu n'as plus à te poser la question. Il était en colère. Je le comprenais. Une partie de cette colère était dirigée contre Chloé, une autre contre moi, et une autre n'était que l'agonie particulière d'avoir aimé quelqu'un et de découvrir que la personne aimée n'avait jamais vraiment existé. Il n'y a pas de raccourci pour éviter cette douleur. On ne peut que laisser quelqu'un la traverser à son propre rythme. Nous avons fini par manger la tarte ensemble. Il était presque 22 heures. Julien a dit que la tarte était bonne. J'ai dit que c'était la recette de sa mère, et il a hoché la tête. Et aucun de nous n'a rien ajouté pendant un moment, mais c'était un silence d'une autre nature. Je veux vous raconter une chose qui s'est passée 3 jours plus tard, parce que c'est important pour moi, et je pense que cela pourrait l'être pour vous. Il y avait un homme à qui je faisais un signe de tête. Depuis 2 ans dans le quartier, un facteur à la retraite nommé Marcel, 71 ans, qui promenait son basset chaque matin devant mon allée. Nous n'avions jamais dépassé ces signes de tête et les commentaires occasionnels sur la météo, mais ce mardi matin-là, je ramassais des feuilles et il s'est arrêté. Et au lieu du salut habituel, il a dit, vous avez l'air d'un homme qui vient de poser un fardeau très lourd. J'ai répondu que c'était sans doute le cas. Il a dit, ma femme disait toujours que la chose la plus courageuse qu'un père puisse faire est de laisser son enfant s'engager dans quelque chose de douloureux au lieu de l'en arracher de force. Elle disait que l'arrachement ne fonctionne jamais de toute façon. Je lui ai demandé depuis combien de temps il était veuf. Il a dit 4 ans. Nous sommes restés dans l'allée pendant longtemps après cela. Le basset était assis patiemment au pied de Marcel, l'air d'octobre portait cette odeur particulière de froid et de feuilles mortes, de tout ce qui se terminait s'apprête à recommencer. Il a fini par rester pour un café. Il m'a parlé de sa femme. Je lui ai parlé de Marguerite. Il a dit qu'il n'avait parlé d'elle à personne depuis plus d'1 an. On trouve parfois des choses dans les endroits les plus étranges et aux moments les plus inattendus. Julien va bien maintenant. Il est prudent de la manière dont on le devient après une telle leçon, pas fermé. Juste vigilant, ce qui est exactement ce qu'il faut. Il m'appelle plus souvent qu'avant. Nous regardons le match ensemble le dimanche parfois, nous mangeons ce que j'ai cuisiné, et de temps en temps l'un de nous dit quelque chose, et l'autre sait exactement ce que cela signifie sans avoir besoin d'explication. C'est ce qui reste quand tout le reste a brûlé. C'est la part qui est réelle. Chloé, le nom qu'elle utilisait avec mon fils, quel que soit son vrai nom, fait face à des poursuites fédérales. Isabelle me dit que le dossier est en béton. Je repense à ces appels qu'elle passait en mandarin, à l'assurance dans sa voix, à sa certitude que le vieux monsieur à table était trop limité pour comprendre ce qui se passait juste sous ses yeux. Je repense à ce que l'on ressent quand on est sous-estimé, à cette patience silencieuse et spécifique de savoir quelque
Chose que l'autre personne est certaine que vous ignorez. J'ai servi 38. En parce que je croyais que l'information, utilisée correctement, protège les gens, pas seulement dans les ambassades et les salles de crise, mais aux tables des dîners à Saint-Germain-en-Laye. Dans les endroits ordinaires où les gens que nous aimons vivent leur vie en espérant que quelqu'un qui en sait plus qu'eux prête une attention assez soutenue. Mon mandarin est un peu rouillé temps-ci, mais il était assez affûté quand cela comptait. Il l'est toujours. Marcel est repassé ce matin avec son basset. Le café était prêt. Le chien s'appelle Biscuit, et il a le visage le plus profondément mélancolique que j'ai jamais vu chez une créature vivante, et pour une raison quelconque, cela me semble profondément drôle à chaque fois. Il y a des choses dont on réalise qu'elles sont encore très bonnes.